Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, RICS à l'Assemblée nationale, les débats au ras des pâquerettes, les chaises et les coups ont volé dans l'hémicycle. Un spectacle pathétique, opposition et pouvoir s'accusent mutuellement. Baisse du prix du loyer, une loi au lieu d'un décret. Ascosen applaudit l'idée. Légiférer sur le sujet est une option inclusive, approuve un ancien parlementaire. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Sénégal, les données sur la population infantile infectée préoccupent les acteurs. Vous le verrez, on est encore très loin de l'objectif d'identifier 95% de la population infectée chez les tout-petits. Et puis en sport, 8e de finale Sénégal-Angleterre, les Lions prêts à en découdre. La tanière fourbit ses armes, les infos de nos chers Lions dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. On s'est cru à l'arène nationale et non pas à l'Assemblée nationale. Les chaises et les coups ont volé à l'hémicycle aujourd'hui. Des représentants du peuple s'en sont venus littéralement aux mains. Une attitude qui désacralise une fois de plus l'institution. Ibrahim Khan. La vidéo est devenue virale. Une scène loin d'honorer les promesses d'une assemblée de rupture tenue par les députés de cette 14e législature. En lieu et place de débats d'idées civilisés, instructifs et utiles au fonctionnement du Parlement, des querelles de bas étage, des invectives à tout va continuent de s'inviter à l'hémicycle. La faute à qui dans cet épisode sombre qui écorche davantage l'image de notre deuxième institution? La responsabilité est plus que partagée entre les deux protagonistes d'abord, ensuite entre l'opposition et la mouvance qui, disons le tout net, ont versé dans le je m'en foutisme institutionnel. Que dire maintenant au peuple sénégalais qui attendait tout de cette législature sauf une scène de cette rare violence et de surcroît entre un homme et une femme? L'étincelle qui a allumé la mèche dans cette affaire, les propos discourtois tenus par la députée Amy Ndiaye Gniby à l'encontre de Serigne Moustapha Sy du PUR, marabout de son bourreau, qui demande des excuses publiques, tout comme l'opposition. Un débat d'ailleurs qui ne devrait même pas se tenir dans cette représentation. Mais quand le parlementaire ignore le vrai sens de la mission pour laquelle il est investi, l'institution tombe malheureusement dans la désacralisation. Vraiment, et qui a tort, qui a raison, opposition et pouvoir s'accusent mutuellement. Réaction recueillie par nos équipes. Les femmes parlementaires de la coalition Benno Bokk Yakaar condamnent fermement ces actes odieux d'une autre époque qui interviennent en pleine quinzaine de lutte contre les violences faites aux femmes, de surcroît dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous, femmes, députées du groupe Benno, nous réservons le droit d'ester en justice si nos collègues de l'opposition ne présentent pas des excuses publiques à notre honorable collègue et sœur Amy Ndiaye. Les députés Massata Samb et Mamoudou Niang de Yewwi Askan Wi sont tenus responsables de tout ce qui arrivera à notre collègue Amy Ndiaye en état de grossesse. Nous avons tenu à interpeller le président par appel au règlement pour lui signifier qu'il y a une limite à tout. Il y a une limite à l'injure, il y a une limite à l'outrance, il y a une limite au manque de respect. Le président de la République a pris l'option, face à sa défaite évidente, d'humilier la 14e législature en s'organisant pour qu'il y ait ici des députés qui n'ont que l'injure à la bouche. Face à ces injures, nous avons interpellé le président qui a rétorqué encore une fois un énervement et un mépris total face à notre coalition. Et cette bonne dame s'est permis de dire qu'elle s'en foutait éperdument. Elle a dit, ce qu'elle a dit, elle l'assume et moo tay. Maa tay nag maa tay moo koy faj. Tout autre chose à présent, conférence gingembre du Sénégal, la responsabilité des médias face à la cohésion sociale, thème de la 4e édition. Les journalistes appelés à plus de responsabilité et de discernement, compte rendu d'Issa Prera et Pape Sangouli Mbaye. Le thème est d'une brûlante actualité, les médias face à la cohésion sociale. Quelle est la responsabilité du journaliste
à l'heure du numérique? Vaste question. Vous savez, quand on a la faculté de s'adresser à des millions de gens, soit à travers la radio, à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, c'est un véritable défi, à la fois professionnel, éthique, moral. C'est une question de responsabilité fondamentale. On peut tout dire à travers la radio, on peut tout dire à travers la télévision, et quelquefois on peut dire une seule phrase peut créer d'énormes problèmes dans un pays. Il faut également faire preuve de professionnalisme, être bien formé. On ne s'invente pas journaliste. Le journalisme a ses règles, des règles universelles. Comment on collecte l'information, comment on la traite et comment également on la diffuse. Une fois que vous avez la maîtrise technique de votre travail, intervient maintenant la question de l'intérêt du public. Est-ce que cette information, qui est un fait vrai, vérifié, a un intérêt pour le public? Quelle peut être la conséquence ou quelles peuvent être les conséquences de la diffusion d'une telle information? Le constat aujourd'hui est que le numérique a changé notre perception du monde. Une situation qui exige beaucoup plus de responsabilité aux journalistes. Le journalisme, un métier bien encadré par des règles universelles. Qui a effectivement changé notre regard sur le monde, qui en moins d'une génération nous a poussé aujourd'hui à non seulement vous, je vous regarde avec un autre regard, même ma vision du monde. Mais qu'est-ce qu'on lit dans certains médias? Qu'est-ce qu'on lit dans ceux qui se disent médiateurs? Par exemple, Habib Demba Fall l'a dit tout à l'heure, on peut être journaliste, mais il y a des règles. On peut être diffuseur, ce n'est pas parce qu'on est diffuseur d'informations qu'on est journaliste. Et j'ai bien aimé ce qu'il a sorti dans ce sens-là. Nous voudrions juste que ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, qu'ils se rendent compte qu'ils ont une responsabilité, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi parce que tout simplement on a une caméra, parce que tout simplement on sait écrire. Vous qui êtes journaliste, formé dans les écoles ou bien dans les rédactions, vous savez très bien que l'information est une arme. La question fondamentale, c'est la question des contenus. Les responsabilités ne sont pas les mêmes, les positionnements ne sont pas les mêmes. Parce que quand vous êtes sur Internet, que vous êtes là-bas dans votre chambre, vous êtes soit dans le pays ou à l'étranger, vous faites tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas la même responsabilité, les mêmes devoirs et les mêmes contraintes que quelqu'un qui est là occasionnellement. Il y a des choses que vous voyez sur Internet. Si vous êtes dans le pays, vous le dites, vous ne passez pas la nuit chez vous. Donc c'est une question de responsabilité. À cette 4e édition du Gingembre du Sénégal, il a aussi été question des limites de la liberté de la presse, de la représentation des femmes dans les médias, mais également des dérapages médiatiques et des paroles excessives. Justement, Dissa, restons dans le secteur. C'est officiel, la carte nationale de presse sera désormais exigée aux journalistes et aux techniciens des médias. Un combat longtemps mené par les acteurs de la presse pour assainir la profession. Voyons tout cela avec Moussa Mané et Alioune Diagne. Désormais, nul ne peut plus exercer le métier de journalisme au Sénégal sans sa carte nationale de presse. La loi entre en vigueur ce 1er décembre 2022, un soulagement pour les acteurs. Ce dispositif émane du Code de la presse qui a été adopté en 2017. Et ce Code de la presse, c'est un travail de 20 ans presque, parce que la rédaction a commencé en début 2000, au début des années 2000. Et le texte n'a été adopté qu'en 2017. Donc c'est un travail inclusif qui avait rassemblé tous les journalistes du Sénégal, la société civile et beaucoup d'autres personnes qui ont investi dans l'élaboration de ce code, dont l'objectif majeur était surtout d'assainir les professions de journalistes, des techniciens des médias et les entreprises de presse. Aujourd'hui, si on arrive à la date d'exigibilité de la carte, je pense que c'est une satisfaction pour tous ceux qui se sont investis pour cette réforme. La carte de presse est extrêmement importante pour identifier les journalistes. Qui sont les journalistes? Nous sommes dans un pays malheureusement où n'importe qui peut se réveiller et devenir journaliste. Des gens vont chez eux, fabriquent des cartes de presse à partir de logos de certaines radios ou de certains journaux
sévissent dans les ministères vont se présenter comme étant des journalistes de médias ou des journalistes de RFM ou de TFM ou de ITV ou d'autres organes alors qu'ils n'ont jamais exercé dans la profession. Pour une bonne pratique du métier, tous les journalistes et techniciens des médias ont l'obligation de se munir de cette carte, sinon il leur sera difficile de couvrir certaines cérémonies. Donc je pense qu'au niveau de l'État, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que cette carte soit exigible un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Aussi bien pour permettre aux journalistes et aux techniciens des médias d'accéder aux lieux de reportage, aux lieux d'événements ou de manifestations publiques, cette carte sera exigée à tout le monde. Au Canada, vous y allez, énormément de journalistes sénégalais ont quitté le Sénégal pour aller au Canada travailler, mais la plupart d'entre eux ne travaillent pas dans les médias au Canada parce que c'est verrouillé, parce que aussi les médias, c'est extrêmement important, c'est sensible. Les gens là-bas font la différence entre les influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans les pages Facebook et la presse classique locale. Je pense que le combat aussi que la presse sénégalaise doit mener aujourd'hui, c'est d'aller à l'assaut des réseaux sociaux. Pour réussir cette mission et faciliter le travail à la Commission nationale de la carte de presse, les patrons de presse doivent aussi s'y mettre pour bien assainir la profession. Certainement, vous l'avez une fois vécu, vous êtes dans une rencontre, vous verrez une liste de journalistes, une liste de 70 personnes, des hommes de médias. Imaginez, est-ce que nous avons ça ici au Sénégal? Donc, il faut aller déposer pour voir la pertinence après. Les patrons de presse doivent aussi être exigeants pour aider la profession à s'assainir. On ne peut pas aussi être un patron de presse, ramasser n'importe qui dans la profession parce que ça coûte moins cher par rapport à la convention collective. Je pense là aussi, l'État du Sénégal doit jouer son rôle de régulation. On doit instruire la ARCA qui remplace le CNRA, qui doit faire son travail de contrôle et d'assainissement de la profession. C'est important. Après 2 renvois, le 1er juin et le 1er septembre 2022, la carte nationale de presse sera exigée dans les plus hautes instances du pays. Déjà, un bon début de solution. Merci Moussa. L'autre grand titre de cette édition va vous intéresser puisqu'il s'agit de la baisse du prix de loyer. Une loi serait privilégiée en lieu et place d'un décret par le président de la République. Ascosen approuve la démarche, l'objectif étant d'éviter les erreurs de 2014. Une loi est plus inclusive, juge un ancien parlementaire. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Dafaraba. Le président Macky Sall a fait le bon choix, passer par l'Assemblée nationale pour mettre en place une loi portant baisse du loyer. Pour éviter les erreurs de 2014, il s'agira d'apporter des changements dans plusieurs dispositions de la loi existante. Il va y avoir des modifications de textes qui vont aller avec et il est important que l'on puisse prendre en considération cela. C'est pourquoi prendre une loi est plus efficiente. Un sentiment qu'il partage avec cet ancien parlementaire. Mieux, Morkan Ndiaye pense que le chef de l'État veut impliquer les populations dans cette prise de décision. Je pense qu'il vise à mieux impliquer les populations via la représentation. Contrairement à un décret, il pouvait se mettre, faire un décret et le publier automatiquement. Donc moi, je salue cela et vraiment c'est dans le sens d'aider et de vraiment soulager les ménages. Le président de l'Ascosen renseigne que la création de la Commission nationale de régulation du loyer va régler beaucoup de choses. Si vous regardez un peu, depuis 2014, il n'y a presque pas de structure qui traite du problème du loyer à part l'Ascosen. C'est pourquoi nous recevons entre 8 000 et 12 000 contentieux à traiter chaque année. Et aujourd'hui, tous ces contentieux, tous ces éléments vont être traités par la Commission. Et cette nouveauté va permettre de pouvoir raccourcir les délais pour traiter les contentieux, mais en même temps de pouvoir mieux faire appliquer la réglementation. Les débats qui ont eu avant cette prise de décision aussi, on a impliqué tous les acteurs qui évoluent dans le secteur du logement, de l'urbanisme, pour pouvoir prendre cette décision. Je pense que là, c'est pour vraiment corriger ces imperfections et maintenant montrer à la population que vraiment c'est à eux maintenant de jouer le rôle de régulateur. Après l'annonce, place aux choses sérieuses. Le projet de loi va passer en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Pour qu'il soit adopté avant la fin du mois de décembre. De sorte qu'à la fin du mois de décembre, donc 1er janvier, que ce soit une nouvelle année
excellente pour les Halpulaar. La volonté est ainsi affichée par les autorités. Régler le problème du loyer au Sénégal était devenu un impératif. La baisse du loyer est une bonne nouvelle pour tous les Sénégalais. Merci beaucoup, Alassane. Tout autre chose, journée mondiale de lutte contre le sida célébrée aujourd'hui au Sénégal. 32 000 personnes vivent avec le VIH. Les autorités se fixent l'objectif d'identifier 95% de la population infectée et on y est presque chez les adultes. En revanche, la tâche s'annonce beaucoup plus complexe chez les enfants. Un enfant vivant avec le VIH. Par rapport aux chiffres, on peut dire environ 32 000 Sénégalais vivent avec le VIH. Et pour l'essentiel, comme je l'ai dit, 93% de l'ensemble de la population infectée est connue. Donc pour atteindre les 95%, il ne nous reste que 2%. Mais si on affine, on se rend compte que cet objectif est atteint chez les adultes. On est à 98%. Et c'est chez les enfants où on a le problème, parce qu'il n'y a que 42% des petits-enfants infectés qui sont connus. Donc ce qui en fait une cible vraiment prioritaire. Des efforts seront donc concentrés sur la population infantile infectée, 42% seulement identifiés pour le moment. Le Sénégal continue de renforcer la stratégie de lutte, objectif 0 transmission mère-enfant à l'horizon 2030. C'est le dossier du jour réalisé par Fatou Kinedem. Un enfant vivant avec le VIH sur 2 n'est pas dépisté et ne bénéficie pas de traitement antirétroviral au Sénégal. 4000 enfants porteurs, la situation reste alarmante. Il n'y a que la moitié de ces 4000 qui sont dépistés. La moitié qui est dépistée. Donc, il y a 2000 enfants vivant avec le VIH, dont, en tout cas, on ne connaît pas le statut sérologique, on ne sait pas qu'ils vivent avec le VIH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne seront pas traités. Maintenant, l'autre moitié qui est dépistée, quand ils sont dépistés, ils sont mis sous traitement, presque systématiquement. Le problème, c'est qu'ils sont dépistés en retard. Parmi les contraintes, l'autostigmatisation, mais également la disponibilité des médicaments. Dans certaines familles, par exemple, les enfants sont des orphelins. L'enfant peut être confié à une personne sans que cette personne-là soit informée de son statut. Et ça pose problème. Ça peut quand même gêner, ça peut mettre en péril l'observance du traitement antirétroviral chez l'enfant. Soit la disponibilité, la non-disponibilité des formes galéniques, donc des médicaments dans les formes qui sont adaptées à leur âge. La question des adolescents est à prendre en compte, d'où la mise en place d'une structure spécialisée. C'est une période qu'on appelle la période de transition qui est assez difficile, déjà du fait des difficultés liées à l'adolescence en elle-même, quel que soit le statut de l'enfant, et ici ajoute maintenant ces difficultés liées à la réalité même du VIH. C'est des périodes où soit ils ont déjà eu l'annonce de leur infection, ou bien il faut leur annoncer l'infection. 0 transmission mère-enfant d'ici à 2030, des indications prometteuses. Il y a des critères que l'OMS et l'UNICEF ont fixés et ont dit les pays qui atteignent ces critères, ces pays, on peut dire que ces pays ont éliminé la transmission mère-enfant du VIH. Le Sénégal, globalement, n'a pas encore atteint ces critères. Mais dans le Sénégal, nous avons vu qu'il y a un district, le district de Mbao, qui a atteint ces critères. Donc, c'est des critères d'élimination. Et si tous les districts ont les résultats de Mbao, le Sénégal élimine la transmission mère-enfant du VIH. Un autre exemple, c'est l'hôpital principal. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'infection seulement à VIH, parce qu'à l'horizon 2030, ce qui est prévu, c'est une triple élimination du VIH, de l'hépatite B et de la syphilis. Pour rappel, un enfant vivant avec le VIH sur 3 risque de ne pas fêter son premier anniversaire, d'où la nécessité d'un suivi précoce. Merci Fatkine. À Kédougou, un collégien porté disparu depuis 2 jours a été retrouvé mort noyé dans le fleuve Gambie, parti en excursion scolaire avec ses camarades. Le corps de l'adolescent a été repêché par des étrangers.
Suivant les explications du lieutenant Pape Biram Faye recueillies par nos équipes à Kédougou. Les secours du GS6, la barre personnel GREP de la 102e compagnie ont été alertés le mardi 29 novembre 2022 à 13h29 pour un cas de noyade. Sur les lieux à 13h32, il s'agissait de noyés. Début opération 13h40. Après plusieurs recherches, le noyé reste introuvable. Néanmoins, les opérations de recherche se poursuivaient. 24 heures après, le noyé a été retrouvé flottant par des pêcheurs. Repêché par le personnel GREP, début opération 14h00, fin opération 14h16. Dans l'actualité également, la publication des rapports d'audit 2020-2021 de l'autorité de régulation des marchés publics. La commande publique au Sénégal, c'est près de 2600 milliards de francs CFA. 67% des marchés ont été remportés par les entreprises nationales, selon le directeur de l'ARMP. Et puis parmi les sociétés étrangères qui gagnent le plus de marchés au Sénégal, les entreprises chinoises sont devant avec près de 18%. Les fautes de gestion relevées dans ces rapports sont souvent classées sans suite. Cela peut entraîner un affaiblissement des institutions, selon le directeur exécutif de l'Ex-Africa, Iliman Khan, interrogé par Dissa Préra. On a dit depuis des années, mais c'est l'impunité. Si des rapports comme les rapports de l'ARMP et d'autres qui sont produits par d'autres organisations de contrôle, que ce soit l'OFNAC, l'IGE, les inspections financières, etc., ne sont pas donc accompagnés de suites rigoureuses, alors cela ne fait que tout simplement encourager ces pratiques qui sont des pratiques fossoyeuses de deniers publics. Et l'impunité, c'est à deux niveaux. On le rappelle tout simplement. Le premier niveau, c'est au niveau du président de la République. Parce que c'est à lui que ces rapports sont soumis pour la plupart. Malheureusement, le président lui-même nous a habitués à des sorties pour dire qu'il fait une gestion politique de ces rapports-là. L'autre niveau de responsabilité, aujourd'hui, il y a des cas qui sont très médiatisés, dont on revient tout le temps. Parlons agriculture à présent, des variétés à cycle court testées dans plusieurs localités de Thiès et de la zone des Niayes. De très bons rendements sont obtenus, que ce soit avec le mil, l'arachide ou même le niébé. La production a tellement bien marché que des agriculteurs d'autres pays africains sont venus en prendre de la graine. Et tout cela avec Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Les producteurs agricoles de Thiès et de la zone des Niayes ont bénéficié des innovations de recherche développées par des chercheurs sénégalais. 5 chaînes de valeur ont été retenues. Le mil, l'arachide, le niébé entre autres. De bons rendements sont obtenus cette année. Les variétés de niébé qu'on est en train de disséminer sur le terrain aujourd'hui, ils ont la particularité d'être de durée courte, 48, 50, 52 jours maximum, qui font un très bon rendement. Et à ce jour, les variétés qu'on est en train de développer ont un potentiel de rendement qui va jusqu'à 3 tonnes à l'hectare. La directrice de l'ANCAR, chargée de la mise en échelle des innovations, apprécie cette démarche. Et nous le faisons à travers l'approche en école, qui permettent à d'autres producteurs qui n'avaient pas pu assister aux innovations de les connaître, d'échanger avec les porteurs des innovations. Benoît Faucheuse, agroéconomiste à la Banque mondiale, indique que le travail est bien fait. Très intéressant parce qu'il met en lien les producteurs, les productrices et le monde de la recherche pour créer ensemble des solutions. C'est pour nous très innovant et la Banque mondiale a très envie de soutenir le développement de projets de ce type-là dans d'autres pays et aussi partout au Sénégal. Des agriculteurs venus de 6 pays africains ont bien apprécié cette méthode pour trouver de nouvelles solutions face au changement climatique. C'est Cheikh Anta. Et puis l'ambassadeur itinérant des États-Unis à Dakar était cet après-midi à la grande mosquée de Massalikul Jinan. Rachad Hussein, en compagnie de ses collaborateurs, salue le dialogue interreligieux, apprécie la liberté de culte chez les mourides. Le voici avec Ibrahim Khan.
il nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir visiter la grande mosquée Massalikul Jinan en présence de l'imam Cheikh Mohamedou Bachir Lo et tous ses adjoints présents. On a eu l'honneur de lui faire visiter l'édifice et il a été impressionné de la qualité, de la beauté et de cet édifice qui est dédié à l'islam globalement. C'est-à-dire quand on parle de l'islam que nous partageons avec toute la communauté musulmane du monde. En réponse aussi, l'imam lui a donné en quelque sorte la cartographie de notre communauté, qui est une communauté dans la grande communauté musulmane, qui prône aussi la liberté de culte et la fraternité entre les êtres humains d'abord et entre aussi toutes les autres communautés religieuses, qui est prônée par notre guide Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, qui est le chef suprême le cheikh de notre communauté. Après quelques échanges, quand même, il nous a témoigné sa satisfaction avant de signer le livre d'or de la mosquée. Vous avez rectifié de vous-même, mais il s'agit plutôt de Mbacké Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, qui s'est donc exprimé en marge de la visite de l'ambassadeur itinérant des États-Unis à Dakar cet après-midi à la mosquée Massalikul Jinan. Dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage de Babacar Khalifa Ndiaye intitulé « Ils ont manqué à la CAN ». Il s'agit d'un livre qui retrace un pan jamais évoqué de l'histoire sportive du Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf. Dans ce livre, quelques noms connus du football sénégalais et qui ont donné des sensations fortes aux férus du ballon rond. L'auteur, à sa manière, rend hommage à ces stars qui n'ont pas pu goûter aux saveurs d'une Coupe d'Afrique des Nations. Un pan peu évoqué de l'histoire sportive du Sénégal. Ouais, c'est une façon de rendre hommage à tous ces 55 joueurs qui ont eu le bonheur, l'honneur vraiment de porter le maillot national, de jouer une CAN. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon, il ne suffit pas d'être là au bon moment, mais il faut en plus d'être là au bon moment, que l'entraîneur choisisse aussi de vous prendre. Un ouvrage dans lequel ce journaliste sportif raconte les prouesses techniques et les hauts faits d'armes footballistiques de ces génies du ballon au Sénégal et qui auraient donné à la CAN plus de rayonnement. C'est pour ça qu'il y a une parenthèse autour du A pour dire que autant ces joueurs ont manqué la CAN, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas disputé, autant la CAN, ils ont manqué à la CAN parce que je suis convaincu que tous ces joueurs auraient brillé dans cette compétition et auraient apporté un plus à l'événement. Ce livre est une compilation de 55 articles qui expliquent comment et pourquoi tous ces footballeurs n'ont jamais disputé une CAN. Et chacun a son histoire à lui. Et certains le racontent avec philosophie, certains croient au destin, disent que bon c'est ça, c'est la destinée qui a voulu que les choses se passent comme ça. D'autres, c'est carrément un coup de gueule. Khalifa Babacar Ndiaye, c'est 16 CAN à son actif, 55 témoignages de très bons footballeurs de haut niveau qui auraient mérité de participer à la grande messe du football africain. Mon boulot, c'est d'écrire des articles, c'est tout ce que je sais faire. C'est ce que j'ai fait durant plus de 30 ans. Au moment de témoigner, j'ai pensé à faire ça pour l'histoire, pour rendre hommage et comme devoir de reconnaissance vis-à-vis de tous ces joueurs. Le journaliste avait à cœur de recueillir tous ces témoignages, comme pour dire, selon sa propre expression, que la CAN sera à jamais orpheline de ces joueurs talentueux qui n'ont jamais eu l'occasion d'apporter leur part de brillance à la compétition sportive la plus prestigieuse sur le continent africain. Et on file au Qatar, Angleterre, Sénégal. Les Lions affichent le plein de confiance avant d'affronter les Anglais. Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté et Youssouf Sabaly n'ont pas participé à la séance d'entraînement du jour. Le reste de l'équipe s'est entraîné normalement face aux Anglais. C'est un match couperé. L'objectif, c'est de poursuivre bien évidemment l'aventure. Un match de duel qui s'annonce très serré, notamment au milieu de terrain. Cher Sadibou Diarra. En général, le football est une affaire de collectif. Face à Trippier ou Walker, réputés défenseurs teigneux et bon contre-attaque des Lions, aux patentes buteurs anglais,
en panne d'efficacité. Tout de même, depuis le attendu, celui qui va opposer le rugueux latéral gauche sénégalais, Ismaël Jacobs, au talentueux gaucher et fin dribbleur des Three Lions, Bukayo Saka. Youssouf Sabaly risque Foden. La bataille du milieu va également valoir son pesant dans le résultat du match. Le trio qui l'emportera entre Nampalys Mendy, Pathé Ciss et Pape Gueye ou Pape Matar Sarr et celui anglais composé de Declan Rice, Jude Bellingham et Mason Mount ou Jordan Henderson a sûrement une grande chance de s'imposer dans ce huitième de finale. C'est cher et on en vient à notre billet du jour, billet du World Sport. Rarement on est allé chercher la star d'un mondial en dehors des stades. Mystique, vous avez dit, notre billet du World Sport est un hommage à Paul. Souvenez-vous, Paul, le poulpe allemand qui a réussi en sans faute en 2010. Paul, le traître à la patrie allemande et qui a prédit jusqu'à la chute de l'invisible Mannschaft de l'époque en demi-finale face à l'Espagne future championne. Paul est mort hélas quelques mois après son sacre mondial. Élégie d'un céphalopode divin avec notre mysticien Abdoulaye Cissé. Paul le poulpe. Il en a foutu un complexe au plus visionnaire des marabouts. Ces marabouts d'Afrique chantés par Céline Dion. Même à ce marabout du PSG de 1997, son président Michel Denisot qui aurait investi tout l'argent du monde pour retourner une situation inextricable pour remonter 3 buts encaissés sur tapis vert pour avoir fait jouer au match aller de Champions League un Evan Fournier alors pas qualifié. Son marabout lui a prédit un 5-0 et jusque dans les moindres détails, jusqu'au dossard des buteurs. C'est vous dire. Le public ici, le public de Paris qui est le meilleur de... Coupe du Monde 2010, la première en terre africaine chez Nelson Mandela. Les marabouts d'Afrique ont été supplantés cette année-là par un céphalopode nommé Paul. Paul le poulpe, pensionnaire de l'aquarium d'Oberhausen en Allemagne. Le devin poulpe était interrogé selon une méthode rodée en ce qui concerne le pronostic aquatique. 2 boîtes placées au fond de son aquarium, chacune portant le drapeau d'une des équipes. Paul était déjà connu en Allemagne et surtout pour ses exploits qui accompagnaient la Mannschaft, invincible dans ces années-là. Jusqu'au jour où Paul le poulpe a prédit la défaite de l'Allemagne en demi-finale du mondial face à l'Espagne. Après la victoire de la Roja, le premier ministre espagnol a même plaisanté et dit être prêt à envoyer une guardia en Allemagne pour la sécurité de Paul le poulpe, pris en traître à la patrie. Paul a réussi sans faute, mais n'aura pas l'occasion de briller encore à un autre grand rendez-vous footballistique. L'espérance de vie des poulpes est de 3 ans. Paul en avait déjà 2, donc au crépuscule de sa vie. Paul s'est éteint 2 mois après son triomphe mondial en octobre 2010. Un communiqué officiel a annoncé la tristesse de la direction de l'aquarium qui informe que Paul est mort dans son sommeil. Plus qu'en Allemagne, c'est en Espagne que Paul est célébré de son vivant en se voyant même délivrer sa statue de bronze. Ruhe in Frieden. Repose en paix, Paul. Qui parle allemand aussi. Merci beaucoup Abdoulaye. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo dans Soir d'Info. Le président Daoud Amine et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.